Je vous propose maintenant d'écouter Dominique Maraninqui, qui est professeur hospitalier à Aix-Marseille Université et qui évidemment connaît très bien le cancer parce qu'elle a été ancien président de l'INCA, ancien directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. C'est le président de la fondation Imera dont nous avons parlé ce matin pour l'université. Il nous parle de nouvelles visions et nouvelles pratiques. Changeons la prise en charge des cancers. Dominique Maraninqui. Merci, bonjour. Alors, mon ambition, c'est de ne pas lutter contre la croissance démographique en maintenant la mortalité par cancer. Toute notre motivation est d'essayer de limiter la mortalité par cancer, et c'est la vocation de la médecine de lutter pour la vie et pour le maintien de la vie. Et c'est autour de cette approche que je voudrais faire cette intervention. Voilà, je suis fier de parler après mon collègue, le pape Jean-Paul, voilà. Et poursuivre aussi les règles que m'a appris Mark Rodwin. Bon, je les avais pratiquées avant lui quand même. Je vous déclare que je n'ai aucun lien d'intérêt personnel ou familial avec des entreprises de santé. Petite remarque d'ailleurs, un bon moyen de ne pas être soumis à des conflits d'intérêts, c'est de ne pas avoir de lien d'intérêt. Voilà, donc pour ceux qui sont dans les métiers de la santé, vous pouvez vous passer d'avoir de l'argent venant d'entreprises de santé. C'est un bon moyen pour être strictement indépendant, ce qui est une des règles de l'exercice de la médecine. Mon discours sera raisonnablement optimiste, puisque bien que nous soyons dans une ambiance santé, environnement, croissance démographique, vers où allons-nous, mon Dieu, si on prend un peu de recul, l'espérance de vie s'améliore jusqu'au début du XIXe siècle, et depuis l'époque romaine, l'espérance de vie en France et dans le monde était de 40 ans. Ce n'est qu'au début du siècle dernier qu'elle a atteint 50 ans. Et à la fin du siècle dernier, elle était à plus de 80 ans. Et donc, nous vivons une époque formidable où on meurt moins, où on meurt moins de maladies, on meurt moins aussi, heureusement, de grands drames. Vous voyez ces grandes baisses, là, ce sont les saignées liées aux guerres. 1870, 14-18, 39-45, pourvu que ça dure. L'espérance de vie s'améliore et peut-être la lutte contre les maladies, la croissance économique y a beaucoup contribué. Le cancer faisait partie et fait toujours partie des fléaux dits sanitaires et sociaux. Il y a certains... Dans ceux qu'il y avait auparavant, il y en a certains qu'on a oubliés, d'ailleurs. La syphilis ne fait plus partie de la liste, la tuberculose beaucoup moins, et tuait beaucoup. Le cancer reste un grand tueur, puisqu'il y a encore 150 000 personnes qui meurent de cancer chaque année, sur les 400 000 qui font cette rencontre, qui est généralement une mauvaise rencontre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en rupture d'évolution du taux de mortalité. Nous sommes plus nombreux, nous vivons plus longtemps, donc nous sommes plus nombreux à rencontrer le cancer, mais nous sommes moins nombreux à en mourir, car le progrès est en marche et la diminution du taux est considérable. Elle est de 1% par an pour les femmes ces 10 dernières années, mais les 5 dernières années, c'est 1,5%. Chez les hommes, c'est 3% par an pour ces 5 dernières années. Donc nous évoluons vers un système où on va mieux contrôler le cancer ou les maladies du cancer. Si on regarde le taux de survie ou le taux de vie ou le taux de guérison estimé à partir de 5 ans, on voit que nous sommes dans une trajectoire de progrès pour beaucoup de cancers et pour beaucoup de cancers fréquents. C'est le cas des cancers du sein, c'est le cas des lymphomes, c'est le cas des leucémies lymphoïdes chroniques, des mélanomes, des prostates. Une fois qu'on dit ça, je me méfie parce que dans l'Assemblée, il y a des personnes que leurs proches qui ont rencontré ces cancers-là, et même si on affiche des taux de guérison de plus de 90% de la maladie de Hodgkin, il y a encore des gens qui en meurent, et ça reste évidemment un drame humain. On voit aussi sur cette diapositive qu'il y a quand même des cancers qui restent des grands tueurs. C'est le cas, bien sûr, encore du cancer du poumon, même s'il y a des progrès considérables qui sont en cours, on va en parler. C'est le cas des cancers du pancréas, c'est le cas des cancers du cerveau. Donc il reste beaucoup de choses à faire. Donc une fois qu'on a parlé de cancer, il faut parler des cancers et d'un cancer après l'autre,
car il s'agit de maladies qui sont radicalement différentes, mais l'usage, notre société en a fait une espèce d'ensemble, appelé d'ailleurs communément un fléau global. Je voudrais au cours de cet exposé essayer de couvrir 4 points. Le premier, c'est parcourir avec vous l'accélération considérable du flux de découvertes qui permet de changer l'histoire naturelle des cancers dans notre pays et j'espère dans le monde. Illustrer avec vous que nous allons vers des diagnostics et des traitements de plus en plus précis et une médecine de plus en plus individualisée, que nous vivons heureusement, et il va falloir se battre pour le garder, une période de démocratie sanitaire où l'équilibre entre les soignants, les soignés, les payeurs doit pouvoir être maintenu et c'est la personne soignée qui doit garder la main. Voilà, donc comment partager nos informations. Et enfin, dans la suite de l'exposé de Jean-Paul, je couvrirai le problème de la transition épidémiologique à l'échelle mondiale qui creuse en ce moment considérablement les inégalités. Alors, l'image du cancer a changé grâce à des révolutions scientifiques qui ont changé complètement la conception de compréhension des cancers, mais mieux, qui ont changé finalement la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Pourquoi je dis mieux? Parce que je suis intéressé par la science, mais surtout intéressé par l'application de la science à la souffrance humaine. Et c'est cette démarche qui a été assez bien réussie dans le domaine du cancer, et notamment en France, grâce à une volonté publique. La recherche publique et la recherche fondamentale, il y a beaucoup d'acteurs de grands talents qui sont dans la salle, a eu ces dernières années des accélérations qui sont considérables. On a revu des tas de domaines, de nouvelles technologies nous sont arrivées. Je parle devant le commissaire Busquin. Les investissements considérables qui ont été faits en France, en Europe, aux États-Unis ont changé la compréhension des maladies. Et ne l'oublions pas, ça vient de la recherche fondamentale. Et il faut continuer à soutenir la recherche fondamentale. La courbe du bas, c'est la prise en charge des patients qui n'a pas suivi la même évolution, et pourtant c'est possible. Et la flèche rouge qui est entre les deux, ça s'appelle faire une politique de transfert pour faire bénéficier au plus vite et au mieux les découvertes. Donc, autour de cet exposé et de notre pratique, il y a 2 concepts qui sont assez simplistes. Soutenir la science pour la transférer au progrès médical. Faire du progrès médical une réalité grâce à une implémentation à l'intérieur de la société. Et la société dépasse nos frontières, marseillaises, aixoises, nationales, européennes. La connaissance et le fruit de la connaissance se doit d'être partagé à l'échelle mondiale. Alors vous verrez qu'il y a des obstacles, bien sûr, pour transférer, et il y en a encore plus pour implémenter, mais ça doit rester quand même notre ligne de mire et notre stratégie d'action. Très brièvement et avec beaucoup de modestie, c'est un fonds de diapositives de M. Weinberg, directeur de la biologie au MIT, publié dans Cell, qui résume, il est obligé de refaire cette diapositive d'ailleurs très régulièrement parce que les connaissances s'accumulent, mais qui résume c'est quoi un cancer. Ce sont des cellules cancéreuses et on a beaucoup appris sur l'absence de contrôle de la prolifération de ces cellules. On va l'évoquer. Ce sont des cellules qui vivent quand même dans un environnement de proximité qui a beaucoup de sens, puisque ces cellules sont assez astucieuses pour se nourrir en se faisant fabriquer des néovaisseaux. Ces cellules modulent une trame de soutien qui leur permet de s'installer et de mieux proliférer, voire d'envahir. C'est des cellules qui arrivent à échapper à la surveillance du système immunitaire en développant des tas de mécanismes. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que il faut avoir plus de connaissances, mais surtout quand on a ces connaissances, on peut mieux se confronter à elles et éventuellement de cibler des oppositions par rapport à ces phénomènes. Je cite en dernier les réactions de l'hôte, car le cancer, c'est pas une cellule, c'est pas un tissu, c'est pas un alien à l'intérieur de l'organisme, c'est une évolution de l'organisme d'une personne qui a sa propre singularité. Et donc, guérir le cancer, c'est prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes autant que possible. Et le grand flux autour de ces phénomènes, vous voyez que
on connaît maintenant beaucoup de cibles qui permettent de moduler ce qui fait le cancer. Je voudrais citer celle qui est en bas, l'instabilité du génome, pour qu'on n'oublie pas que le phénomène cancer, ça se produit à l'intérieur du génome. Et c'est grâce à la connaissance du génome qu'on est en train de découvrir la prédiction, la susceptibilité, mais aussi la curabilité, la vulnérabilité, mais aussi la curabilité d'un certain nombre de cancers. Je voudrais citer aussi ce qu'on appelle le blocage des facteurs de croissance, car ces cellules sont souvent enivrées par des facteurs de croissance qui leur donnent une prolifération strictement anormale qu'on doit pouvoir maintenant moduler. Et cet enivrement est lié à une surexpression de gènes qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire qui poussent aux mauvaises actions. Je citerai aussi l'induction de l'angiogénèse dont je vous ai parlé, cette fabrication des nouveaux vaisseaux. Et une des grandes découvertes des 15 dernières années, c'est la possibilité de bloquer les facteurs de croissance de l'angiogénèse. Et enfin, l'échappement du système immunitaire, sur lequel nous avons travaillé, je vois M. Korylski, Patrice Debré, depuis des décades, et qui devient maintenant une réalité de pouvoir le moduler. Alors face à tous ces phénomènes qu'on voit autour d'un cancer, il y a des stratégies d'opposition à ces phénomènes. Donc on rentre dans un transfert de la biologie qui est rationalisé, et très souvent on dit, est-ce qu'il y a un médicament contre le cancer? Non, le cancer n'est pas un alien, c'est tout un ensemble de phénomènes, et c'est une stratégie globale qui doit permettre de contrôler et d'éradiquer la maladie à l'échelle de l'individu. Alors maintenant, on va comprendre aussi que nous avons des singularités des individus, et je ne voudrais quand même pas me priver, parce que nous sommes quand même à Marseille, où il y a eu le centre d'immunologie, où je dirigeais un centre de lutte contre le cancer, pour dire que pendant des années, nous avons été agacés, insupportés de voir des lymphocytes qui étaient collés, lymphocytes des cellules de l'immunité, collés contre des cellules cancéreuses, et qui étaient là à les regarder, et la cellule cancéreuse continuait à grossir. Et nous avons été nombreux à essayer de moduler ce système. Et en fait, ça s'est fait parce qu'on a découvert qu'il y avait des molécules qui permettaient la transmission du signal entre le lymphocyte, qui est là pour faire la surveillance, les cellules qui présentent les antigènes et la cellule tumorale. Et en levant le blocage des lymphocytes, qui était ordonné par les cellules tumorales, on a vu réagir et régresser des tumeurs. C'est l'immunothérapie des tumeurs. Elles peuvent toucher la molécule PD1, PDL1, peu importe. Mais il s'agit maintenant de médicaments qui sont librement diffusés, présents sur le marché, et qui, lorsque les tumeurs correspondent à ce type de blocage, on peut voir les tumeurs disparaître sans les effets secondaires de la chimiothérapie cytotoxique. Donc nous avançons, et ce n'est pas fini d'avancer. Je voudrais, sur cette illustration, je ne suis pas un fan complet de l'immunothérapie, ni de l'immunologie, mais disons que j'ai un long parcours d'antécédents, pour dire que quand même, l'année dernière, on a vu enregistrer, ça signifie qu'on a vu enfin des réponses de thérapie cellulaire et génique, où on a fabriqué des lymphocytes contre des antigènes chimériques présents sur les cellules cancéreuses, et qu'on a vu disparaître ces cellules cancéreuses. Et pas n'importe où, dans des cas de cancer résistants à tout, résistants à des greffes de moelle. Vous savez, ce que j'ai mis en rouge, la CD19, c'est un antigène qui est présent sur des lymphomes et des leucémies lymphoblastiques. Et on a la très bonne surprise qu'avec une seule infusion de ces cellules, on peut voir en peu de temps et avec un seul traitement disparaître totalement les cibles tumorales qui étaient visibles au début. Et la très bonne nouvelle, enfin, c'est que ces réponses semblent se prolonger dans le temps, car une des grandes caractéristiques de l'immunité, c'est d'induire une mémoire, et donc cette mémoire de surveillance laisse beaucoup d'espoir. Je ne voudrais pas que mon exposé, vous croyez à la suite de mon exposé que ça y est, l'immunothérapie a tout réglé, mais on a longtemps attendu que l'immunothérapie fonctionne de façon opérationnelle, c'est le cas, et c'est une avancée qui est considérable et qui va nous ouvrir beaucoup d'autres portes.
Le progrès, c'est lié aussi à plus de connaissances et donc plus de précision au final dans les diagnostics et dans les traitements, qui sont des traitements maintenant à la mesure, on dit sur mesure de la tumeur, mais aussi qui soient adaptés à la singularité de la personne malade. Alors singularité physique et biologique, bien sûr, mais aussi singularité humaine, et on va y revenir à plusieurs reprises. Beaucoup de gens atteints de cancer disent je ne suis pas un cancer, je suis une personne qui a un cancer. Et ce rapport mérite d'être réanimé avec fréquence. La grande révolution pour nous du début du XXIe siècle, je ne suis pas un historien des sciences, ça avait commencé évidemment avant, mais c'est là où on la voit apparaître de façon palpable et concrète, c'est la révolution numérique et c'est la révolution génomique. Je devrais dire plutôt, c'est le transfert de la révolution numérique et le transfert de la révolution génomique à la connaissance humaine. Alors voilà, on a des bases, on a des expressions et surtout on a beaucoup d'informatique, beaucoup d'informations, beaucoup de bioinformations et tout cela paraissait purement impossible. Vous avez connu la grande entreprise de lutte pour séquencer pas de lutte, mais de mobilisation pour séquencer le génome humain. Et vous voyez que maintenant, ces technologies sont devenues accessibles. Le coût du séquençage d'un génome humain est passé entre 2001 et 2013 de 100 000 $ à moins de 10 000 $. Et au jour d'aujourd'hui, on s'approche des 1 000 $. Donc, ces grandes révolutions technologiques sont des technologies qui sont transférées, accessibles à l'ensemble de la population. Et une de nos fiertés en France, c'est d'avoir eu un investissement public qui permette de dire nous allons étudier la biologie moléculaire de toutes les tumeurs, de tous les malades, même ceux qui paraissaient pas très intéressants pour les chercheurs, pour essayer de trouver des cibles qui permettraient de les guérir et connaître aussi, mieux nommer ces nouvelles maladies. Mieux nommer une maladie, c'est mieux traiter la personne. L'amalgame de dire c'est un gros cancer, un petit cancer, il est dans le sein, dans l'estomac, est en train de finir. Nous vivons évidemment avec des représentations anatomiques de notre corps, mais ce qui compte, c'est où sont les cibles de cette maladie, puisque c'est sur les cibles qu'on va viser. Et vous voyez sur le cartoon un peu publicitaire de la diapo d'à côté qu'un jeune médecin, mais c'est réel, doit apprendre à lire des radios, certes, mais de plus en plus, il doit apprendre à savoir interpréter une analyse génomique. Pour les expressions telles qu'elles sont là, c'est un peu difficile, mais il y a des moyens maintenant de pouvoir intégrer cela dans sa pratique courante. Et ce grand changement de mieux nommer les maladies cancéreuses change beaucoup la donne. Prenons l'exemple courant du cancer du sein, premier cancer de la femme dans notre pays. Beaucoup de femmes, heureusement, se soumettent au dépistage organisé par mammographie. C'est dans le sein, on fait une radio du sein, on regarde le sein. Et en réalité, si on voit quelque chose, on fait une ponction. Et derrière la ponction, si on fait une analyse génomique, on voit qu'on s'adresse à une quinzaine de maladies toutes différentes. En quoi c'est différent? C'est qu'elles vont être traitées de façon différente. Elles ont une histoire particulière, un pronostic différent. Donc nous sommes rentrés, on garde encore les représentations anatomiques, c'est plus pratique, mais les femmes le savent. Lorsqu'une copine a un cancer du sein, ce n'est pas le même que celui qu'on a connu soi-même ou chez une parente. Mais là, c'est une carte d'identité moléculaire qui est propre à de petits groupes de personnes. Et donc, quand on parle de thérapie ciblée, c'est ce dont il s'agit. C'est l'identification de cibles qui domine par rapport à l'expérience thérapeutique. Et de façon assez schématique sur ce schéma, vous voyez les petits ronds, c'est les facteurs de croissance qui font grossir et multiplier une cellule cancéreuse. On peut bloquer le facteur de croissance, on sait faire. On peut bloquer le récepteur extracellulaire au facteur de croissance, c'est le petit Y que vous voyez. On peut bloquer le récepteur, la partie intracellulaire, et on peut bloquer la signalisation entre le récepteur
et le noyau, et de façon spécifique. Et le résultat est là, c'est le bas de la diapositive. À l'heure actuelle, il y a 2000 molécules qui sont en cours de développement, toutes utilisant la biologie de la cellule tumorale. Ça nous encourage évidemment beaucoup, puisqu'on n'a jamais connu, dans l'histoire de la médecine même d'ailleurs, un tel foisonnement de découvertes et surtout d'applications possibles de ces découvertes. Et le train est en marche. Ce cartoon vient de la Food and Drug Administration. Bon, ça reste quand même un très grand pays, les États-Unis. Et pour les firmes industrielles, enregistrées à la Food and Drug Administration ouvre la voie du marché du monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a maintenant des centaines de nouvelles molécules qui sont enregistrées dans des indications très spécifiques. Vous voyez, ça, voilà, le cancer du poumon, qui est un grand défi de la santé publique, dispose maintenant de 9 fois plus de molécules très efficaces pour le traiter par rapport à il y a 5 ans. Donc on peut imaginer les progrès que ça donne. Que des cancers même métastatiques comme les mélanomes sont maintenant considérés dans certaines formes comme curables grâce aux avancées des immunothérapies, etc., etc. L'étape ultime, et en pleine cohérence à ce que je vous ai dit, c'est que maintenant la Food and Drug Administration, à la fin de l'année dernière, a accepté d'enregistrer des molécules uniquement sur leur mécanisme d'action et sur leur cible. Dans le cas particulier, c'est si vous repérez qu'il y a une instabilité du génome dans les cellules cancéreuses, que le cancer soit dans le poumon, le pancréas, le bout du nez ou le sein, vous avez accès à cette molécule. Puisque cette molécule, elle s'oppose aux conséquences de cette instabilité du génome. C'est une molécule d'immunothérapie. Et dans tous les cas, les résultats sont supérieurs à 70%. Donc on n'a plus des médicaments qui sont dédiés à une localisation anatomique, à une évolution de tumeur, mais à la présence d'un mécanisme associé à une tumeur, quelle que soit sa localisation anatomique. Vous voyez qu'on est dans un changement qui est très profond. Alors j'insiste sur les médicaments, je vous ai dit que je n'avais pas d'intérêt, mais je ne vais pas parler que des médicaments, mais le médicament est un des biens de santé qu'on peut distribuer à l'ensemble de la population française et à l'ensemble de la population mondiale. On n'a pas besoin d'infrastructures très lourdes pour avaler un comprimé. Et donc les nouveaux enjeux vont être de comment on peut repérer les cibles partout dans le monde et comment on peut distribuer les médicaments contre ces cibles pour rendre ces traitements sur mesure, pas des traitements d'aristocrates, mais aussi des traitements. Et vous comprenez que ça va faire aussi beaucoup d'économies, car les traitements peuvent être inutiles, toxiques et dangereux, et donner le bon traitement à la bonne personne, c'est évidemment des enjeux de la médecine moderne. La précision n'est pas due qu'à la médecine ni aux médicaments. La révolution numérique, on vous en reparlera, a beaucoup bénéficié à l'imagerie. Et une des vieilles techniques pour guérir les cancers, ou du moins la maladie locale et régionale, s'appelle la radiothérapie, qui était raisonnablement artisanale, je dirais, qu'un rayonnement au cobalt qui brûlait la région. Grâce à l'imagerie, maintenant on a des courbes d'isodose et on est extrêmement précis pour asservir les machines et distribuer la dose juste dans la zone tumorale, ce qui est crucial pour épargner les tissus sains. Donc le ciblage, c'est évidemment être plus efficace, mais c'est aussi être beaucoup moins toxique. Dans ma jeunesse, avec quelques hématologistes, nous avons pratiqué et puis enseigné le traitement de la maladie de Hodgkin selon la méthode de Kaplan, qu'il avait mis au point à Stanford, où il fallait irradier tous les ganglions satellites de drainage à la partie supérieure du corps. Certains d'entre vous ont pu guérir de leur maladie de Hodgkin grâce à cette technologie. Maintenant, quand on fait une scintigraphie métabolique avec du PET, on s'aperçoit que finalement, il y a une seule zone qui est malade et que donc la radiothérapie, elle va être limitée. Vous voyez la différence entre les deux champs et avec un niveau de sécurité strictement identique. Donc la précision, c'est aussi de la précision de l'économie diagnostique. C'est pas la peine non plus de faire irradier la moitié du corps quand on a en fait besoin de faire irradier que 5%.
la connaissance en général et la connaissance des anomalies de notre corps génèrent une quantité d'informations considérable. On évoquera la difficulté de traiter ces informations, de les comprendre, de les analyser, mais je voudrais d'abord insister sur la possibilité de les partager. Lorsqu'on collecte des informations sur vous et sur votre santé, elles sont à vous. Vous avez le droit de les avoir, même si vous n'y comprenez rien. Il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas, mais qui sont votre propriété, et c'est votre corps. Et cette nouvelle stratégie de partage d'informations, évidemment, change la donne, puisque si vous êtes malade, vous devenez pas qu'un objet, mais aussi un sujet qui va prendre en charge lui-même sa propre maladie. Et c'est un des enjeux des changements que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus dans le domaine du cancer. En effet, les angles de point de vue entre soignants et soignés peuvent être radicalement différents. On peut regarder la même chose et dire mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est un 6, c'est un 9, enfin whatever. Et donc le partage des points de vue mérite d'être compris et respecté. Ça signifie qu'on écoute la parole de chacun et qu'on essaie de comprendre pourquoi cette parole s'exprime. Dans ce travail qui a été fait par des collègues canadiens, certains ont étudié les effets secondaires des nouvelles thérapies ciblées, dont je vous ai parlé, qui sont beaucoup plus précises, moins toxiques que la chimiothérapie traditionnelle. Et vous voyez sur l'écran ce que regarde le cancérologue dans sa salle d'attente. Il voit des gens en pleine forme. Ils sont bien assis, ils ont leurs cheveux, ils ne sont pas livides, ils ne sont pas tremblotants. Mais si on lève l'écran du regard du cancérologue, il y en a un qui est très fatigué sur la droite, il y en a une autre qui se plaint des poignets, il y en a un autre qui se plaint de mal à la bouche et l'autre qui a mal aux mains. Tous symptômes dont se fiche le cancérologue entre nous, puisqu'en gros, ça ne correspond pas à des toxicités très graves de la chimiothérapie par rapport à ce que nous avions intuit dans le passé. Et si on analyse maintenant de façon plus scientifique la toxicité de ce traitement et qu'on compare les toxicités décrites par les médecins et par les malades, vous voyez, ou vous ne voyez pas, mais vous pouvez me faire confiance, que les malades sentent beaucoup plus les symptômes que les médecins. Et globalement, on peut dire que les chimiothérapeutes supportent beaucoup mieux la chimiothérapie que les malades chimiothérapeutes. Ce qui peut se concevoir, mais peut poser un problème d'équilibre et de confiance. Et d'ailleurs, quelques activistes dans l'hôpital que je fréquente, l'Institut Paoli-Calmette, ont écrit récemment une tribune dans Le Monde, je crois, qui s'appelle « Effets désirables des traitements anticancéreux, rien à déclarer ». J'ai été directeur général de l'Agence de sécurité du médicament. Il faut reconnaître qu'on ne déclare pas les effets secondaires des traitements anticancéreux, sauf s'ils sont mortels, ce qui est déjà pas mal. Mais pour les malades, ils aimeraient bien qu'on raconte aussi d'autres choses. Voilà. Et donc, on a lancé une expérience, et je fais un peu de publicité, mais c'est vraiment sans intérêt, puisque le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, a réalisé avec nous un film qui s'appelle « Le patient éclairé », où vous verrez, si vous allez le voir, mais il est disponible sur le net, et vous pouvez vous déplacer à la Vieille Charité à Marseille, pour ceux qui habitent dans le coin. Vous verrez que les patients déclarent eux-mêmes leurs effets secondaires, aidés par des bénévoles, et que ça change tout. Ils en trouvent 10 fois plus, mais ils les déclarent où ? À l'Agence nationale et à l'Agence européenne. Voilà. Donc la prise en compte de sa propre maladie, la surveillance de son traitement par les malades, c'est quelque chose qui est possible. Ce qui compte dans la prise en charge médicale ou la prise en charge des soins, c'est la décision. Et le rationnel de la décision repose sur 3 piliers classiques. L'expérience clinique du médecin, c'est pour ça que de temps en temps, on est plus rassuré quand ils ont déjà vu un cas de notre maladie. Sur les données de la science, bien évidemment, il faut que la décision qui est proposée, mais c'est aussi sur les préférences du patient. Et c'est cette rencontre qui fait ce qu'on appelle la décision partagée, qui est la décision qu'on souhaite idéale. Ce trépied est en train d'un peu bouger,
car les médecins maîtrisent beaucoup moins bien les données de la recherche, ont de moins en moins d'expérience dans tous ces sous-groupes de maladies, et les patients ont des préférences qui sont parfois naïves. Néanmoins, vous le savez, la médecine du XXIe siècle sera participative. Donc nous devons partager, comprendre et essayer d'illustrer ces informations. Et les techniques sont simples. C'est du débat, c'est de la réflexion, c'est du partage d'informations, c'est de la démocratie sanitaire. Je me permets de présenter ces quelques cartoons de débat qui sont à l'Agence du médicament. Vous pouvez toujours aller où vous verrez les experts débattre entre eux. Parfois, ce n'est pas très brillant ce qu'ils racontent, hein, parce que, honnêtement, quand on fréquente des experts, ce n'est pas toujours terrible. Mais parfois, c'est très intéressant. Et puis après, ils prennent une position qui est proposée, il y a un vote. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi ces experts, il y a des patients, d'anciens patients. Et franchement, il faut les voir, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Parfois, oui. Hein. Parfois, c'est match nul. Et les décisions ne se font pas au consensus. Bien évidemment, ce qu'il faut, c'est présenter des propositions argumentées pour une décision qui appartiendra ensuite à l'autorité publique. Donc, ce besoin de transparence pour des décisions collectives est une évidence, mais il va devenir de plus en plus évident pour des décisions individuelles. Et c'est compliqué pour des personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont en situation de vulnérabilité et d'asymétrie, bien sûr, par rapport au choc qui leur est donné. Sachez que c'est compliqué pour les médecins aussi, puisque c'est bien beau les analyses génomiques, c'est bien beau tout le reste, mais les médecins vont être de plus en plus perdus dans leurs pensées au milieu de flots d'informations que va d'ailleurs créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui est jamais qu'une synthèse finalement de ce qu'on aura voulu mettre dans le computer à partir des données du malade. Et ils vont avoir des positions qu'ils n'avaient pas tout à fait prévues du fait de leur expérience et de ce qu'ils ont appris à l'école. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un changement extrêmement profond. Il en est de même pour le patient, qui va avoir accès à ces informations de la même façon. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un logiciel qui soit réservé aux médecins et interdit aux patients. L'ouverture des données, elle est pour tout le monde. Quant à la compréhension, on peut espérer que le médecin comprendra mieux que le malade. Et c'est sûr, car c'est le nouveau défi de la médecine soignante, c'est de gérer l'incertitude et d'accepter, comme on l'a toujours fait, que même si on a beaucoup de données, même si on a séquencé tout le génome et qu'on connaît la subtilité du système immunitaire, ce qui va se passer, il y aura une part d'incertitude. Et il faut l'apprendre aux médecins, il faut l'apprendre aussi dans leur relation avec les malades. Et il est probable, j'ai copié ça d'un éditorial du New England Journal of Medicine, que ça retombera sur la vraie question de la relation soignant-soigné. Et vous, docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et c'est toujours assez difficile de répondre à cette question, mais la médecine n'est pas une science, c'est simplement un métier de service qui essaie d'aider les gens pour évoluer au mieux. Donc vous voyez, des grands changements sont en cours. Ils sont en cours pas que chez nous. La transition épidémiologique est majeure et elle nous fait craindre de grandes inégalités qui vont être croissantes, inégalités à plusieurs titres dans l'exposition au risque de cancer et inégalités dans l'accès aux innovations que j'ai survolé avec vous. La transition épidémiologique, cette carte finalement, on pourrait mettre une des cartes de Jean-Paul Moati sur la richesse mondiale. Il y a les très pauvres, il y a les pays émergents et les pays riches, avec des nuances. Et si on regarde les causes de mortalité à l'échelle mondiale, à l'heure actuelle, c'est le continent africain qui est tout en bleu et la mortalité y est due à des maladies transmissibles. Et c'est ce qui a fait, bien évidemment, la grande mobilisation depuis toujours de l'OMS, etc. Les autres pays ont émergé ou ont surmonté beaucoup de maladies infectieuses et commencent à fréquenter les bonnes causes de mortalité que nous avons, nous, dans les pays riches. La mortalité de causes cardiovasculaires, le diabète
et les cancers. Donc les cancers deviennent une des premières causes de mortalité à l'échelle mondiale pour tous les pays. Et nous ne sommes pas très organisés à l'échelle mondiale pour prendre en compte cette évolution de phénomène, puisque là, on a parlé tout à l'heure de démographie. Moi, ça m'intéresse aussi la démographie pour prévoir la quantité de gens qu'il va falloir soigner. Et donc, le meilleur moyen de pas les soigner, d'éviter d'avoir à les soigner, c'est de prévenir ces maladies-là. Et donc, les changements de comportement vont devoir se gérer à l'échelle mondiale. Mais avant de faire une prévention mondiale, il faut qu'on anticipe le fait qu'il devient intolérable de ne pas pouvoir traiter tout le monde. Ces inégalités sont pesantes. Je voudrais simplement les illustrer. Là, j'ai mis une flèche rouge sur la France. Ce sont les taux de survie à 5 ans de pas mal de cancers. Vous voyez que même en Europe, du côté de l'Est de l'Europe, c'est pas terrible quand on a un cancer du sein. On a beaucoup moins de chances d'être vivant 5 ans après. Mais alors, quand on va en Asie, ça peut devenir catastrophique. Lorsqu'on va aussi dans le nord de l'Amérique latine, les chances de survie peuvent être diminuées de 50%. Est-ce que c'est tolérable sur notre jolie planète, alors que le traitement est très simple, qu'il y ait de telles inégalités pour ce type de maladie? Plus grave ou plus symbolique, une maladie dramatique, mais assez simple à traiter, les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant. La flèche, c'est la France. Bon, 85-90% de guérison. Et encore en Europe, des pays comme la Slovénie ou la Roumanie, où il y a 2 fois plus de morts d'enfants par cette maladie qui est facile à traiter, dont le traitement est réglé depuis les années 70. Et c'est spécialement dramatique, évidemment, pas à l'intérieur des pays émergents. Ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de choix de société. Et nous faisons partie des gens qui trouvent intolérable qu'il puisse y avoir des enfants qui meurent de maladies curables, juste parce qu'ils sont de l'autre rive de la Méditerranée ou du mauvais côté de l'Europe. Et on a parlé de l'Europe des États. Il est quand même de la responsabilité des États de prendre en charge la santé de leurs citoyens. Sans ça, il faudra peut-être les aider. M. Kouchner est parti, je ne sais pas s'il faut ingérer et jusqu'où. Alors, je voudrais parler d'une nouvelle toxicité de la chimiothérapie du cancer, publiée dans une belle revue anglo-saxonne, qui s'appelle la toxicité financière. Toxicité financière, vous savez qu'il y a eu des emprunts toxiques. La chimiothérapie et tous ces beaux succès dont je vous ai parlé fait l'objet de spéculation. C'est un mot qui est concret. Voilà. C'est un système on est rentré dans un système qui est spéculatif. Et vous voyez, autour de chaque molécule, il y a des paquets de dollars qui circulent. La bonne nouvelle de cette toxicité, c'est qu'elle est partagée même dans les pays riches. Et dans le pays le plus riche du monde, les États-Unis, malheureusement, il y a des inégalités qui se creusent et beaucoup de personnes renoncent à leur traitement curatif car le traitement est trop cher. Ou se suicident pour éviter de laisser la charge à leur famille, d'avoir à vendre leur maison, etc. Et donc c'est dénoncé par le système démocratique, par la presse. Nous avons fait des débats publics sur le sujet. Je vous rassure, en France, la couverture est universelle. Néanmoins, c'est quand même notre système de santé et vos impôts et vos charges sociales qui payent des prix qui sont de temps en temps un peu prohibitifs. Mon collègue Bach au Memorial Sloan Kettering à New York, qui n'est pas un repère de gauchistes, c'est l'hôpital le plus chic de Manhattan, a étudié l'évolution du coût moyen de chimiothérapie. Et vous voyez que c'est, en 10 ans, le coût moyen de chimiothérapie a doublé. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, tous les patients doivent payer partie de leurs soins de leur poche. Donc même si c'est 20%, ça commence à peser sérieusement. Surtout qu'il y a des traitements beaucoup plus chers. Beaucoup de molécules maintenant sont à 30 000 $ dans l'année. Et pour des périodes éventuellement très prolongées. Je vous ai parlé avec enthousiasme des cellules CAR T-cells. Le prix affiché par la firme qui a eu le premier enregistrement, Novartis, est de 475 000 $ par patient. C'est beaucoup. Alors, je crois à la médecine moléculaire et la première molécule qui a
bouleversé le traitement des cancers et qui nous a fait croire à la médecine ciblée, c'est l'imatinib. Son nom commercial s'appelle le Glivec. Et c'était vraiment la première star de la médecine moléculaire. Ça traite une maladie rare, la leucémie myéloïde chronique. Il y a très peu de patients. Mais quand même, ça fait un beau chiffre d'affaires, 180 millions d'euros en 2014, 8e poste de dépense en ambulatoire. Cette molécule, étudiée par des économistes anglais, son coût de production est de $160 pour un an de traitement. Son prix de vente est de $100 000 aux États-Unis et de $30 000 en Europe. C'est beaucoup. Donc, il se passe quelque chose, parce que lorsqu'on est sur l'autre rive de la Méditerranée en Afrique, avaler un comprimé Glivec, c'est pas plus compliqué qu'avaler un comprimé d'une autre nature. Évidemment, s'il est à un tarif prohibitif, on trouvera de bonnes raisons pour dire on va quand même pas soigner les leucémies en Afrique. Mais c'est plus qu'un problème de conscience, un problème élémentaire. Voilà, et je finis en rappelant qu'on a beaucoup de traitements anticancéreux maintenant très efficaces, mais ils sont d'autant plus efficaces si on peut les recevoir. Et donc c'est un vrai défi pour la santé publique à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale, que de rendre ces traitements accessibles au plus grand nombre et pas forcément au coût exigé par les vendeurs, ce qui est un nouvel enjeu. Et donc pour ce faire, il faut une mobilisation à l'échelle mondiale. Donc nous avons pu en bénéficier lors du G7 en 2017, j'espère que ça pourra se renouveler, où il y a eu un rassemblement entre l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation de la propriété industrielle. Les firmes commencent à comprendre qu'il va y avoir des mouvements de société qui vont s'élever contre ces inégalités, qui sont quand même assez scandaleuses. C'est dur de nourrir toute la planète qui grossit, mais quand les gens sont malades, leur donner un comprimé, ça devrait être accessible à notre monde moderne. Donc, de quoi sera fait le futur ? Une approche qui va être personnalisée, mais accessible à tous. C'est le grand défi de l'équilibre démocratique sanitaire en France, avec des parcours qui vont être maintenant très adaptés à la tumeur, mais aussi à la personne. Il faut que nous puissions avoir le droit de dire « je suis désolé, dans mon parcours, je voudrais sauter la case radiothérapie ou la décaler ». Il va falloir pouvoir discuter de ce parcours. Ces parcours impliqueront les patients dans les décisions. Et donc nous évoluons, nous l'espérons du moins, pour une médecine de précision qui sera centrée uniquement sur le bien de sa personne et pas forcément sur l'économie mondiale. Merci. Merci Dominique Maraninqui. Je vais tout de suite dans la salle prendre quelques questions après votre intervention. Je voulais vous poser une question parce que vous avez répondu en partie avec les prix en dollars, mais je crois que vous êtes hématologue. Il y a par exemple pour une leucémie lymphoïde chronique un médicament qui s'appelle Imbutrinib, je crois. Oui. Et pour que les gens comprennent un petit peu, c'est le prix en euros. Il était à l'hôpital, quand on le prenait à l'hôpital il y a 3 mois, il était à 6 200 € le mois. Il est maintenant à 5 800 € le mois. Donc vous avez déjà en partie répondu à ma question. Comment va-t-on pouvoir continuer sur une leucémie lymphoïde chronique, qui est un petit cancer, je crois, continuer à payer des prix pareils, parce que j'imagine que pour d'autres médicaments c'est bien plus élevé en Europe, mais comme vous le disiez, dans les pays sous-développés, en sachant, et M. Schweizer l'avait dit l'année dernière, que bien souvent la recherche par des start-up aboutissait à des prix invraisemblables quand ils vendaient ensuite leurs médicaments au système de santé. Comment la sécurité sociale va-t-elle pouvoir continuer à couvrir ces médicaments ?
Alors, je n'ai évidemment pas la réponse à la question, mais je vais vous donner quelques pistes. Le système ne peut plus tenir avec des industriels qui proposent des prix et qui disent que c'est le gouvernement qui leur donne un prix, c'est faux. La stratégie de proposition, c'est le prix le plus élevé possible. Et pour l'instant, nous sommes généreux. On peut aller aussi au rapport de force. Il y a un dispositif qui s'appelle la licence d'office, qu'il ne faut pas utiliser dans toutes les circonstances. Mais si on parle de l'ibrutinib, c'est un médicament qui vient d'un petit laboratoire académique qui était financé par l'église de Scientologie, figurez-vous. Oh, personne n'est parfait, ils avaient besoin, on leur a donné ils ont fait une découverte assez extraordinaire qu'ils ont vendue à prix d'or à une grande firme, mais ce médicament est très simple et très facile à fabriquer. Et c'est pas parce qu'un médicament est efficace qu'il mérite de coûter très cher. C'est comme si vous disiez, puisque j'ai un airbag dans ma voiture, donc maintenant le prix va être multiplié par 100. Donc il va falloir qu'on évolue vers de la négociation ou du rapport de force, État par État, ou idéalement, en associant l'Organisation mondiale du commerce, et ça nous a été souligné par M. Kouchner, c'est difficile. Nous avons une agence européenne du médicament qui ne regarde que la sécurité des produits, et c'est déjà pas mal, mais on n'a pas de prix européen. Quant aux États-Unis, c'est une catastrophe. Le prix de l'ibrutinib peut être éventuellement, les prix sont libres, peut être éventuellement 10 fois supérieur. Voilà, donc nous sommes dans une situation d'extraordinaire tension et de rupture. On aura demain M. Olivier Lioncan, qui est médecin conseil de la Caisse d'assurance maladie. Il est probable que la France, avec son système socialisé, doit pouvoir avoir la main, puisque nous représentons un marché considérable, et notre souhait, c'est de donner accès librement et rapidement à ces médicaments, mais à un prix décent, sans forcément enrichir les firmes. Mais c'est un grand changement par rapport aux règles du commerce, ce qu'a évoqué Marc Rodwin ce matin, le fameux, la défense sacrée des brevets. On a ici des grandes personnalités qui ont travaillé dans le sida. Je finis ma réponse. Les mouvements de société sont parfois très efficaces. Je vous promets que les firmes n'avaient pas du tout envie, n'avaient pas du tout pensé même à traiter des patients africains par le sida. Mais grâce à la solidarité des pays plus riches et grâce à des mouvements de pression, cela a pu se faire. C'est en train de se dessiner peut-être pour certaines molécules aux États-Unis, pas encore pour l'ibrutinib. Le grand risque aussi, c'est que ces molécules ne soient plus commercialisées parce qu'elles seraient trop chères. Donc il faut que tout le monde fasse un petit effort. Merci, mademoiselle, madame. Donc, en fait, moi, je voulais savoir à propos du surdiagnostic, parce que vous avez parlé beaucoup de diagnostic via de la génétique, via le génome, mais en fait, toutes les méthodes physiques, en fait, elles impliquent de voir le cancer. Et maintenant, on va voir des cancers de plus en plus petits, et donc on nous dit que, a priori, il y a du surdiagnostic, puisqu'on fait de la prévention sur des cancers de plus en plus petits, en fait, qui sont probablement éradiqués par le corps, et que donc éventuellement, il n'y aurait pas besoin d'aller vers un traitement, une ponction qui induit sur la psychologie du patient, le patient se sent mal et tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut vis-à-vis de ça proposer pour éviter d'avoir trop de surdiagnostic ? Le principe du diagnostic de précision, c'est aussi de faire de la précision du pronostic. Et lorsqu'on est très précis, on peut parfois, mais on le faisait déjà, dire qu'il y a certains cancers dits non invasifs qu'on ne va pas traiter, on va simplement les surveiller. Alors parfois c'est une bombe à retardement, donc c'est pas toujours confortable pour la personne, mais on va de plus en plus vers ce type d'approche quand c'est possible. Je n'ai pas parlé non plus, excusez-moi, de prévention, mais un des grands enjeux, c'est évidemment de prévenir une évolution, voire l'apparition du cancer. Et là, on a du chemin à faire en France, où si on est à la pointe pour les traitements, pour la prévention, on n'est pas dans les premiers, on est plutôt dans les derniers. Agnès Buzyn est en train de relever le défi, mais il y a du chemin à faire. Alors, madame, et puis ensuite, une personne qui a le micro à l'autre bout de la salle. Allez-y. Moi, justement, c'est la prévention. Quelle est la place de la prévention donnée en rapport avec l'environnement et avec les addictions de notre société ? Voilà, c'était ma question.
Je vous ai dit, juste pour faire une comparaison avec mon discours, que le cancer, c'est un problème global. Les risques, c'est un problème global aussi. Ça ne sert à rien de ne pas boire si on fume à mort. Donc c'est un peu tout qu'il faut faire et il faut essayer de le faire avec raison. Les grands, si on regarde en macro, si on s'arrête de fumer, si on a une boisson, si on diminue considérablement notre consommation d'alcool par rapport à nos habitudes, si on a une hygiène de vie correcte en termes d'équilibre alimentaire et d'exercice physique, on diminue de plus de 60% la fréquence des cancers. Mais c'est complexe, hein, puisqu'il faut tout faire, essayer de le faire bien. En ce qui concerne l'environnement, c'est aussi considérable, mais disons qu'on a moins de maîtrise. Et si vous vous protégez contre, je sais pas quoi, les particules fines ou d'autres facteurs, d'autres milieux, et que vous fumez, par exemple, c'est juste pas très raisonnable. Parce que dans le tabac, il n'y a pas que des particules fines, hein, il y a aussi du gros goudron. Voilà, donc il faut s'y mettre. La ministre en a fait un vrai chantier. Il faut aussi qu'on sache que la prévention, ça suppose de se faire dans la durée. C'est un changement de culture, d'éducation, de style de vie. Il faut intégrer la formation dans le plus jeune âge, il faut donner l'exemple. Donc tous des faits qui sont très très importants. On a un grand ennemi dans le cancer, c'est les marchands de cigarettes en fait. Parce qu'ils sont très bons. Puisque, imaginez, vous faites du marketing pour que des gens commencent à toucher à une drogue addictive. Et une fois qu'on les a, c'est bon. Alors avoir Maranaki à mon âge, ça ne les intéresse pas. Il vaut mieux avoir des jeunes femmes de moins de 20 ans qui ensuite vont être accrochées toute leur vie. Donc c'est pour ça qu'il y a des grandes campagnes pour rendre le tabac dégoûtant. Et les grandes firmes ont compris que les pays occidentaux vont continuer à en consommer, mais de moins en moins. Mais l'Afrique est arrosée de tabac à vil prix. Et c'est le cancer du poumon qui va devenir le cancer numéro 1 à l'intérieur de l'Afrique. Donc là aussi, je ne suis pas un fou de la régulation, mais on a aussi besoin de régulation mondiale. Parce que le marché libre du tabac, bon, voilà, tue beaucoup de personnes et enrichit que quelques-uns. La toute dernière question là, pour le professeur Maranaki, c'est un monsieur qui a le micro en haut à droite de la salle. Allez-y, monsieur. Monsieur Kidman. Je voulais juste, Dominique, soulever le problème que tu as déjà posé, c'est le coût des médicaments. Et ça, c'est en réalité une question de nos droits de propriété intellectuelle. Nous, on a l'idée que dès que vous avez un brevet, vous avez un monopole sur la production et l'exploitation de ce produit pendant un certain temps. Et c'est ça qui coûte très très cher au départ, parce que les compagnies exploitent ça pour avoir des prix faramineux. Peut-être on devait changer ce système-là pour trouver une autre méthode pour encourager la recherche. Et la recherche n'est pas faite essentiellement par les compagnies pharmaceutiques. C'est fait par le National Institutes of Health, par le CNRS, par l'Institut Pasteur, etc. Donc, est-ce que c'est raisonnable de donner ce monopole et avoir ces prix extraordinaires à notre époque? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre système? Je suis content qu'il y ait un professeur d'économie éminent qui s'insurge contre le scandale des brevets et de la protection dans ce domaine. Car on bloque des milliers de vies. Et donc il va falloir faire changer le système des brevets, c'est certain. Même si un industriel garde la primauté de la découverte, enfin, ou du moins de l'exploitation, il n'y a aucune raison aussi pour qu'ils vendent à des prix exorbitants. Donc, si le prix est exorbitant, et ça peut être le cas, ça l'est fréquemment, hein, parfois il y a des médicaments qui en une nuit passent d'un prix de revient de $100 à $1000. Donc on est dans une espèce de bulle spéculative. Donc là, il faut avoir la capacité d'intervenir et de faire éventuellement une licence d'office ou se passer de brevet. Je vous rappelle que pour le sida, Jean-Paul Moitié en a parlé, il s'est passé quelque chose de magnifique. Hein. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud et le Brésil ont dit
on se fout de vos brevets, on va fabriquer les médicaments génériques. Et les firmes ont dit, mais on va vous attaquer. On dit, ben envoyez les chars, on verra bien. Et finalement, ils ont négocié. Donc là, on est quand même dans un jeu important, c'est une question de vie et de survie. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la communauté mondiale est bien mobilisée contre les maladies infectieuses. Et l'OMS est capable de mettre beaucoup d'argent pour éviter les maladies infectieuses. Qu'est-ce que nous faisons là? On se protège de la contagion. Et là, on est d'accord pour vacciner massivement les Africains et éviter qu'ils soient malades et qu'ils franchissent les frontières pour venir nous contaminer. Ça profite à leur santé au passage. Le nouvel équilibre aussi de la solidarité mondiale dans la santé, c'est de traiter toutes les personnes malades qui ont des maladies curables, où que ce soit sur la planète. Et c'est peut-être un nouveau ordre économique qui peut se faire, parce que c'est un bon business, vu la croissance démographique, monsieur, et démocratique aussi, que de pouvoir traiter finalement 100 millions de personnes plutôt qu'1 million. Je vous remercie. Merci Dominique Maraninqui.